Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de Parcoursup, puisque dans quelques jours, le 21 décembre exactement, le site Parcoursup va ouvrir avec toutes les données, les formations réactualisées. Et le 20 janvier, vous pourrez enfin faire vos vœux. Les élèves de terminale, bien sûr, qui nous regardent, ont, j'imagine, beaucoup de questions à poser à Jérôme Teillard, qui est ici avec moi et qui est chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et qui est responsable de la plateforme Parcoursup. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Parcoursup, c'est toujours beaucoup d'inquiétudes. J'ai lu un sondage qui était paru il y a quelque temps sur le ressenti des lycéens vis-à-vis de cette plateforme. Et si finalement les élèves de terminale, les candidats de Parcoursup étaient plutôt satisfaits de la plateforme, ils étaient quand même assez stressés. C'est votre ressenti aussi ? Alors évidemment, puisqu'on est en contact en permanence avec les lycéens, avec les étudiants qui fréquentent la plateforme, et précisément de faire un sondage nous permet aussi de voir la réalité. Et derrière, évidemment, un sentiment qui peut être de stress, mais qui est lié aussi au processus d'orientation lui-même. Je crois que nous, ce qu'on essaye de noter, c'est les avancées sur des éléments importants. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est fiable? C'est aussi des éléments qui, pour nous, nous font évoluer chaque année, prendre en compte. On a des processus d'écoute usagée pour essayer d'améliorer chaque segment, parce que l'objectif, c'est de répondre simplement, de donner à voir pour tous et de permettre à chacun de faire des choix avec le maximum de sérénité possible. Évidemment, nous, on mesure bien qu'il y a des stress et il y a en permanence... C'est un peu normal d'être stressé. On est en terminale, on doit faire ses vœux qui vont finalement peut-être changer votre vie de tout au tout. C'est normal d'être stressé quand on est en terminale et puis quand on est parents, bien sûr, qui parfois s'arrachent les cheveux et nous bombardent de questions sur pourquoi on est admis ou pas. Et vous avez... Est-ce qu'on a une idée du nombre de questions qu'on vous pose sur les réseaux sociaux ou par jour? Il faut se rendre compte, on a à la fois un numéro vert, c'est plus de 130 000 appels qui ont lieu chaque année. On a des interactions dans la messagerie de Parcoursup, c'est près de 250 000. Enfin, les chiffres de Parcoursup sont toujours volumineux, très importants. Après, ce qui compte, il faut savoir derrière le ressenti, qui est parfois un peu spontané, on va dire, c'est aussi, il y a des moments de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de déceler... Voilà, là, on doit être plus précis sur l'information. C'est ce qui fait avancer. On est en permanence en train d'évoluer, d'essayer de toucher au mieux, de mesurer ce qui peut stresser aussi, là où il y a parfois des éléments d'incompréhension et pour les résoudre et avancer chaque année. Moi, je me rappelle d'une expérience, vous savez, la première année de Parcoursup, j'avais beaucoup de rumeurs sur il y a des vœux qui disparaissent sur Parcoursup. Et en fait, on a contrôlé à chaque fois qu'on nous sollicitait, aucun vœu n'a disparu sur Parcoursup, mais on avait identifié que sur l'application mobile, le bouton de valider était trop proche du bouton de se déconnecter. L'année suivante, on a fait l'évolution, on les a éloignés l'un de l'autre, ce sujet a disparu. Voilà, c'est un sujet qui est venu aussi par des interrogations, des illustrations sur les réseaux sociaux, qu'on a pris en compte et qui nous a permis d'évoluer. Donc, toute cette manifestation, évidemment, elle est parfois un peu difficile à vivre, mais je crois qu'elle fait aussi partie d'un site qui s'adresse à une population lycéenne. Oui, j'ai les chiffres. C'est normal que chacun puisse s'exprimer. Nous, on est à leur service. J'ai les chiffres énormes. En 2021, 931 000 candidats. 19 500 formations, je ne me trompe pas. 202 000 vœux en apprentissage, on connaît moins, mais en fait, on peut aussi postuler sur Parcoursup pour des formations en apprentissage. Donc, c'est des chiffres énormes, une plateforme finalement titanesque, qui existe aussi à l'étranger. Moi, j'avais vu en Angleterre, il y a aussi UCAS, qui est un peu le pendant anglais. Donc, c'est pas une spécificité française, une plateforme pour chacun son organisation, en fait. Mais nous, ce qu'on avait comme objectif, et je crois qu'il maintenant est atteint, c'est permettre à chacun, quel que soit le lieu où il habite, de voir la totalité de l'offre de formation. Alors, du côté de la formation sous statut étudiant, on est à 19 500. Je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir touché le bout, puisque ce sont des formations dont les diplômes sont reconnus par l'État. C'est ça qui est le point important. Alors c'est vrai qu'il y a une question. Pourquoi une formation est sur Parcoursup et pourquoi elle ne l'est pas? Ça, c'est une question qui m'a été posée et qui est posée souvent.
Pourquoi est-ce que c'est toutes les formations publiques? Est-ce qu'il y a des écoles privées qui sont sur Parcoursup? Absolument. Et pourquoi certaines et pas d'autres, par exemple? Alors, la ligne de conduite, elle est claire, elle a été fixée par la loi. Hein. C'est à la fois toutes les formations publiques, mais ce sont aussi des formations privées d'intérêt général qui sont obligatoirement sur Parcoursup. Et puis, il y a d'autres formations privées sur lesquelles il y a des éléments de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément d'habilitation, de contrôle, de vérification de la qualité du diplôme. Je crois que c'est important parce que pour les familles, l'accès à Parcoursup doit être aussi synonyme de formation de qualité. Et donc, c'est la ligne de crête, en quelque sorte, pour nous. Et puis, j'allais dire, ces éléments-là de critères, ils sont publics. On les affiche pour toutes les formations, chacun peut évoluer. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, par exemple, je vais prendre un exemple qui est assez intéressant, on voit des formations qui se réorganisent aussi avec Parcoursup. C'est-à-dire que, par exemple, l'accès aux écoles vétérinaires était uniquement accessible après avoir fait une classe préparatoire. Depuis l'an dernier, un concours direct commun à 4 écoles a été installé. Il a eu beaucoup de succès. Il a permis de diversifier aussi le public. Donc voilà, chacun se repositionne. Et même Sciences Po, qui n'était pas présent sur Parcoursup, depuis l'an dernier. Absolument. Là aussi, l'école a dû finalement, du coup, a supprimé son concours. Bon, ce n'était pas une obligation, mais en tout cas, elle l'a fait. C'est vrai que les écoles vétérinaires, il y a toujours une partie des places qui sont accessibles via la prépa BPCST, mais sinon, il y a une partie des places, en effet, une centaine qui sont accessibles sur Parcoursup. Et vous l'avez dit, l'apprentissage, c'est une priorité qu'on s'est donnée, rendre visible l'apprentissage, adapter le fonctionnement de la plateforme aussi à l'apprentissage. Par exemple, pour vous donner une illustration, la procédure Parcoursup est close au 16 septembre. Sur l'apprentissage, elle va jusqu'au 31 octobre. Parce qu'on s'adapte à cette temporalité des acteurs de l'apprentissage de manière à ce que la plateforme elle réponde à leurs besoins à eux aussi, qu'on favorise l'interaction. Par exemple, sur le site de Parcoursup, chacun dans son dossier, quand on fait un vœu en apprentissage, on peut avoir accès à un site qui est géré par Pôle emploi avec les employeurs qui recrutent dans le domaine sur lequel vous avez fait des vœux. Voilà, on essaye d'adapter, ces choses-là n'existaient pas il y a 4 ans. On les a adaptés progressivement en travaillant avec le ministère du Travail, en travaillant avec les OPCO, voilà, pour s'organiser, pour être capable, quel que soit le segment de formation qui vous intéresse, de trouver les outils qui sont les plus adaptés. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés cette année, en 2022, sur Parcoursup? Est-ce que vous avez des choses qui changent? Il y a quelques formations supplémentaires qui viendront. Je pense des préparateurs en pharmacie, notamment par la voie de l'apprentissage, qui viendront. On a quelques écoles d'art et de design. Préparateurs en pharmacie, c'est-à-dire pour devenir préparateur en pharmacie. Ça sera une formation par apprentissage qui va se mettre en place sur Parcoursup cette année. On a des formations d'écoles d'art et de design qui vont rejoindre Parcoursup, il y en avait déjà quelques, mais d'autres vont venir s'ajouter cette année. Et puis on a des formations sur lesquelles on fait une amplification de l'effort. Je pense notamment au parcours préparatoire au professorat des écoles. On en avait ouvert 23, on double cette année, donc elles seront quasiment 47 présentes sur la plateforme. Donc l'offre aussi se reconstitue pour s'adapter parfois à la réforme du lycée, pour parfois prendre en compte de nouvelles priorités. Voilà, c'est ça aussi l'évolution. Je pense que dans la volumétrie globale, on est à peu près stable maintenant, puisque on a quand même passé de 13 000 formations en 2018 à 19 500 aujourd'hui, donc c'est un saut considérable. Mais chacun aussi se réorganise. Vous avez évoqué Sciences Po, d'autres sans doute vont se réorganiser aussi pour s'adapter. Et on couvre aujourd'hui le champ de tous les ministères, parce que je crois que nous travaillons avec eux pour que ça soit la plateforme de référence sur lequel chaque ministère peut proposer l'offre de formation qui est la sienne. Oui, parce que finalement, les dernières arrivées sont les écoles du ministère de la Santé, les écoles du ministère de la Culture, qui n'étaient pas présentes. Voilà, jeunesse et sport aussi. Donc elles se sont ajoutées. Et je crois que ça correspond à une vraie simplification pour les familles. Parce que plutôt que de faire plusieurs dossiers avec des temporalités différentes, Parcoursup, c'est un seul dossier, c'est un seul mode de présentation de l'offre de formation, c'est un seul calendrier. Je pense que ça, on ne le mesure pas assez, à quel point c'est un élément de simplification pour ceux qui ont connu dans d'autres temps la multiplication des dossiers à droite à gauche avec chaque fois des pièces différentes à fournir. Là, sur Parcoursup, un seul dossier qu'on peut faire depuis chez soi puisque la procédure est dématérialisée. Oui, on n'a plus à faire la queue à 6 h du matin pour s'inscrire à Nanterre, comme certains peut-être parents ont connu
il y a quelque temps déjà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, par exemple, en termes je pensais plutôt, il y a quelque chose que je trouvais plutôt pas mal et peut-être que les élèves n'utilisent pas assez, c'est le pourcentage de chances d'être admis dans la formation et la possibilité de classer, par exemple, pour les classes préparatoires, de classer les prépas en fonction de la difficulté d'admission. On peut tout à fait, dans le moteur de recherche, chaque année, on le fait évoluer de manière à essayer d'avoir de l'information riche. Ce qu'on a sans doute vu et qui est un de nos axes de travail, c'est comment je suis capable, par rapport à un candidat qui recherche une formation, de le faire réfléchir sur des formations similaires auxquelles il ne pensait pas. C'est-à-dire stimuler finalement son esprit. Ouvrir ses chakras. Exactement, c'est ça, c'est ne pas se laisser enfermer. En fait. Je crois que c'est ça notre préoccupation. Il y a à la fois, parfois, c'est le champ thématique, des formations qui sont proches et qui permettent d'arriver au même environnement professionnel, et puis c'est aussi dans son territoire. Parce que, et on fait des études, notamment à partir des données dont on dispose dans Parcoursup, voir quand on a fait des vœux, est-ce que les candidats de l'an passé, ils ont fait d'autres vœux similaires, proches, qui permettent d'essayer d'ouvrir les perspectives pour chaque candidat. Puis il y a un élément de nouveauté qui me semble très important cette année, c'est l'articulation avec le baccalauréat. Ça intéresse évidemment l'ensemble des lycéens. Quel est l'impact de la réforme du bac finalement sur Parcoursup? Bien, il y a deux choses qui nous semblaient importantes. Il y a à la fois donner de la visibilité aux candidats sur les parcours au lycée par rapport aux formations de l'enseignement supérieur. Et donc, depuis l'an dernier, sur Parcoursup, vous pouvez voir, pour chacune des formations, quels sont les conseils de parcours. Je crois que c'est important parce que ça permet de se donner le choix des quelques spécialités, repères. par exemple. Exactement, y compris. Alors, ça peut être des choix de spécialités, mais ça peut aussi être des formations qui assument de prendre la totalité des choix de spécialité, c'est-à-dire ne pas prendre cet élément comme un élément important parce qu'elle considère que toutes les spécialités permettent d'accéder à ce type de formation. Donc on donne cette information, c'est à la fois être dans la philosophie de la réforme du lycée de diversifier les profils et en même temps être aussi vis-à-vis des candidats dans un message de vérité pour leur signaler qu'il y a certaines formations sur lesquelles il y a des choix qui sont plus évidents que d'autres, même s'il peut y avoir encore une fois, parce que ça existe dans la vie, c'est des profils qui tout d'un coup changent d'avis en cours de parcours. Ça, il y aura toujours. Donc il faut à la fois garder cette diversité, dire la vérité aux candidats. Puis le deuxième élément fondamental qui va avoir lieu cette année, c'est que pour la première fois, les épreuves d'enseignement de spécialité vont se dérouler au mois de mars, du 14 au 16 mars. Nous avons décalé un petit peu le calendrier de Parcoursup, puisque la fin des vœux, c'est le 29 mars, précisément pour que les lycéens puissent se concentrer sur leur révision. Et puis, une fois qu'ils ont passé leurs épreuves, ils se mettent sur Parcoursup. Et ces notes-là, du 14 au 16 mars, nous les récupérons dans le dossier Parcoursup. C'est la première fois que nous récupérons des épreuves finales. Il y avait le baccalauréat de français, les épreuves anticipées, mais c'était 10% des notes du baccalauréat. Là, chacune de ces deux épreuves, c'est 16% chacune, donc ça veut dire 32% des notes du baccalauréat en épreuve finale qui seront dans le dossier Parcoursup. C'est une vraie évolution. C'est une révolution dans la mesure où le gros reproche finalement des candidats, c'était que, ça revient encore cette année, c'est finalement les écoles ne prennent pas en compte l'origine du lycée, c'est-à-dire ne prennent pas en compte le fait que je viens par exemple d'un très bon lycée qui note sec par rapport à un lycée moins exigeant. Donc là, ce reproche, il est fait souvent. Donc avec la réforme, finalement, ça va... Exactement. Et l'objectif, ça a été de... Les notes, ce ne seront pas des notes corrigées par les professeurs du lycée dont on vient. Dans ces épreuves-là, c'est exactement le cas. Ce sont des épreuves terminales du baccalauréat, mais au lieu de se dérouler en juin, comme on a tous eu l'habitude, elles se déroulent au mois de mars et elles sont intégrées dans le dossier Parcoursup. Donc elles seront prises en compte par les formations d'enseignement supérieur. Donc les élèves auront l'impression d'être, disons, notés... de façon plus juste, en fait. Parce que c'est vrai qu'un 14 à Louis le Grand ou à Henri IV, ce n'est pas le même 14 dans un autre lycée moins exigeant. Il faut aussi relativiser, parce que, j'allais dire, ça fait très longtemps, ce sujet, il n'est pas né avec Parcoursup, il a existé depuis toujours. Et les enseignants, et c'est aussi pour ça que sur Parcoursup, on a insisté pour que ça soit vraiment des commissions composées d'enseignants qui soient aussi à même de faire des choix et d'examiner les dossiers. Parce que je pense qu'ils ont l'habitude de la diversité et des différentes origines des candidats. Moi, ce que je constate, c'est quand même, quand on regarde les chiffres de Parcoursup, on n'a jamais eu autant de mobilité
venant de tous les territoires sur les formations sur Parcoursup. Je pense que c'est un point qui est important. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment d'aller vers, finalement, de mettre fin à une situation qui était un peu paradoxale, mais dans laquelle on avait fini par s'habituer. C'est le fait que l'accès à l'enseignement supérieur se déroulait au fin du printemps, puis les épreuves du baccalauréat à la fin du mois de juin. Oui. C'est une temporalité qui était mal connectée. Finalement, le bac ne servait pas à grand-chose, puisque Voilà, les jeux étaient déjà faits. L'objectif, c'est à la fois parce que les enseignements de spécialité, ce sont les lycéens qui les choisissent, et on considère que la motivation est quand même l'élément fondamental de la réussite. Ce sont des enseignements qu'ils choisissent, qui travaillent pendant 3 ans, et c'est des enseignements qui vont leur servir de tremplin, finalement, pour l'accès à l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est créer cette continuité, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on recherche, créer un continuum entre le lycée et l'enseignement supérieur, pour qu'il y ait moins d'échecs dans l'enseignement supérieur, et pour que chacun puisse finalement construire son parcours, plutôt que d'avoir des parcours plus ou moins imposés en fonction des séries qu'on avait choisies, ou peu choisies d'ailleurs, qui étaient un peu des séries imposées. Là, il y a une formation beaucoup plus à la carte, avec un tronc commun qui reste très important, je crois qu'il faut le redire, parce qu'il y a des éléments de la culture générale assez fondamentaux qui se trouvent dans le tronc commun. Donc il y a un point d'équilibre entre le choix, avec des enseignements qui ont été pensés comme plus rigoureux, et qui permettent de se projeter vers l'enseignement supérieur. Je crois que Parcoursup, c'est ça en fait son rôle, c'est d'être une continuité, d'assurer, de faciliter cette continuité vers l'accès à l'enseignement supérieur pour réussir ses études. Parce qu'il y a parfois, on a fini un peu par l'oublier, l'objectif, ce n'est pas de réussir Parcoursup, l'objectif, c'est de réussir ses études supérieures, de contribuer aussi à ce que chacun soit mieux orienté, mieux accompagné, et puisse faire des études réussies qui l'intéressent et qui lui plaisent. Quand même, je me souviens l'an dernier, il y avait beaucoup de plaintes de candidats qui estimaient qu'ils avaient de très bonnes notes et finalement qui n'ont pas été admis dans des écoles comme Sciences Po, l'INSA. Et évidemment, ils ont accusé Parcoursup de tous les maux et finalement de leur échec en disant qu'il y avait... tantôt ce sont des algorithmes qu'on accuse, tantôt ce sont les écoles ou Parcoursup. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces candidats ? Alors, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective, si je prends par exemple les bacheliers généraux, à la fin de la procédure Parcoursup, ce sont plus de 97% d'entre eux qui ont eu au moins une proposition. 97%, enfin, vous voyez ce que ça veut dire à l'échelle d'une classe de 30, ça fait même pas un élève. On peut dire c'est qu'il faut être patient, c'est ça. Voilà, c'est peut-être pas les résultats du premier jour. Et puis, j'allais dire, il y a une réalité qui était avant Parcoursup et qui est avec Parcoursup et qui sera après Parcoursup, c'est qu'il y a des formations très sélectives, très demandées. Vous avez cité le cas de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris a doublé le nombre de candidats depuis au moment son où il est arrivé sur Parcoursup. Donc évidemment plus sélectif. Oui. Donc évidemment avec des l'INSA notes Lyon, qui est une école d'ingénieurs post-bac, j'ai rencontré le directeur qui m'a parlé de 18 000 candidatures. Voilà, il y a, j'allais dire, moi pour avoir vu beaucoup de formations rentrer sur Parcoursup, généralement le coût d'entrée c'est l'augmentation par 2 du nombre de candidats. C'est très régulier, très fréquent, y compris des formations comme Sciences Po qui étaient quand même très connues avant même d'être sur Parcoursup, ont eu cet effet parce que, et je trouve que c'est ça aussi la raison pour laquelle on a fait Parcoursup, c'est qu'il y a des candidats, le fait de voir sur une seule et même plateforme, ça leur a donné un accès à des formations qu'ils ne connaissaient pas parce que leur environnement ne leur permettait peut-être pas de connaître ou, j'allais dire... Ça devient un peu moins intimidant finalement. Puis la facilité, quand je disais tout à l'heure... C'est plus facile, moins intimidant. Un seul dossier dématérialisé... Vous voyez, ça change. Puis la suppression des concours aussi. Et voilà, un concours écrit où on doit se rendre sur place avec une autre organisation où je fais mon dossier depuis mon lit ou depuis mon bureau, ça change la manière dont on aborde aussi le choix de ses vœux. Et puis, je pense qu'on a aussi fait passer des messages, mais ça vaut partout, c'est le message de la mobilité. Je pense qu'il y a une vraie attente et on essaye de faciliter. Et le fait d'avoir une seule et même plateforme regroupant tant de formations, je pense qu'il y a des choix de mobilité qui se font plus facilement qu'auparavant, où ils paraissaient plus obscurs parce qu'on n'était pas au courant du calendrier, du délai, puis qu'on n'avait pas le temps de se renseigner. Là, finalement, tout est accessible en même temps pour tous. Et puis, il y a le travail, parce que je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est un travail exceptionnel qui est fait.
le travail qui est fait dans les lycées d'information aussi. Parce que Mais c'est vrai qu'avant, les lycées, peut-être, finalement, avaient comme unique travail d'amener les élèves au bac, et c'était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ils doivent aussi se soucier de l'orientation de leurs élèves. Donc ça, c'est quand même assez nouveau, finalement. voilà, il y a eu, entre les objectifs de la réforme du lycée, de la loi orientation et réussite des étudiants, cet objectif d'accompagnement tout au long de la procédure. Et évidemment, ça change la mission fondamentale du lycée. Elle est d'accompagner à la fois pour le baccalauréat, qui reste un élément fondamental, premier diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, mais elle est aussi là pour préparer l'avenir et accompagner des jeunes vers l'accomplissement, la construction de leur projet, parce que beaucoup de jeunes sont encore en recherche du projet, et je pense que dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment le moment de s'intéresser à ce projet. Parcoursup, c'est secondaire à ce moment-là. Ce qui est important, c'est comment on mûrit son choix, comment on va rencontrer des professionnels pour challenger finalement son idée. Est-ce que je me j'étais fait des idées reçues ? Je trouve ça très important comme période, vraiment, pour essayer d'aller au maximum de ce qu'on veut savoir sur une formation, de ce qu'on en comprend, et puis de se dire, est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Parce que c'est quand même la question fondamentale qu'on pose à travers Parcoursup. Toujours sur le site internet, il y a pas mal d'informations qu'on ne regarde pas forcément d'ailleurs, peut-être que les jeunes ne regardent pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes ou peut-être nouvelles cette année ou qui sont vraiment... je parlais du taux de réussite, mais il y avait un aspect... moi, à chaque fois, je me pose la question, c'est les histoires de liste d'attente. Toujours un peu mystérieux, le rang de liste d'attente, combien je suis sur cette liste d'attente, le rang du dernier admis. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça ? Alors, il y a peut-être deux éléments qui correspondent à deux temporalités différentes. Il y a au moment où on veut s'intéresser au choix de ses formations. Oui. Nous communiquons sur Parcoursup des informations sur quelle est l'origine du bac des admis. Oui. Quel type de bac, et ça peut aussi aiguiser sa réflexion. Il y a des informations sur cette formation, est-elle très demandée ? Est-ce que la moitié ou tous les candidats ont été admis ? On peut même les classer en fonction de la demande. Ça, vous pouvez retrouver ces informations de manière précise sur Parcoursup. Les formations similaires, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, qui permettent d'ouvrir un petit peu les perspectives et de rechercher. Et puis, dans chaque formation, vous avez des données clés qu'on indique, et je pense cette année, nous ferons des évolutions dès le 21 décembre, je pense sur les BTS notamment, où nous avons renforcé l'information sur, par exemple, le taux de poursuite d'études dans chacun des établissements. Ça fait partie des informations qu'on se doit de communiquer aux candidats. Et puis, vous avez évoqué les listes d'attente. Donc, les listes d'attente, c'est au moment du début de la phase d'admission. Cette année, ça sera après le 2 juin. Et je crois que là, alors, les candidats qui sont en liste d'attente... J'avoue que c'est un petit peu un casse-tête, ces histoires de liste d'attente. Oui, il y a beaucoup de questions autour de ça. Je pense qu'il y a quelques principes assez simples qu'il faut garder en tête. Quand je suis dans une liste d'attente, ça veut dire que la formation considère que mon dossier est de qualité, que je pourrais réussir dans cette formation, mais qu'il y a d'autres candidats qui étaient mieux classés que moi. Sinon, je suis refusé direct. Exactement. L'alternative, c'est j'ai eu une réponse négative qui ne vaut que pour les formations sélectives. Dans les formations de licence à l'université, il n'y a pas de réponse négative dès le début. Donc si je suis une liste d'attente, chaque jour, chaque candidat a un tableau de bord. Il peut voir comment il évolue dans cette liste d'attente. Elle est mise à jour chaque matin. Pas plusieurs fois par jour, mais une seule fois. Donc, il n'y a pas besoin de regarder. Une seule fois, vers quelle heure ? Ça se fait très tôt le matin. Très tôt le matin, d'accord. De manière à ce que je sois le premier à l'avoir. Voilà. Mais les listes d'attente évoluent vraiment tous les matins. Et pour chaque forcer jour, les élèves à se lever tôt. Exactement. Mais le deuxième information, vous avez évoqué, on donne le rang du dernier admis l'année précédente. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est une information qui est très importante parce qu'elle permet... Je vais donner un exemple très concret. J'ai fait un vœu sur une classe préparatoire et puis je suis 150e dans la liste d'attente. Le fait d'identifier que l'année précédente, le rang du dernier admis était 300e est de nature à me rassurer. J'ai peut-être pas eu une proposition dès le premier jour de Parcoursup, mais ça veut dire que la probabilité que j'en ai une est très forte. Par contre, si je suis situé 2 millième sur la liste d'attente, ça m'éclaire sans doute un peu plus négativement. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de donner comme information. C'est un point qui rassure, ou alors peut inquiéter si on n'est pas pris, mais au moins donne une information juste. Et j'allais dire, je crois que c'est ça aussi, on est maintenant sur une organisation qui est devenue stable. Évidemment, on a eu le Covid qui a beaucoup perturbé les choses, mais globalement, ça fait 4 années que Parcoursup est en place, donc on voit dans la durée que les comportements sont assez similaires. Et donc ces informations, elles sont pertinentes parce qu'elles renseignent vraiment
sur le Les niveau. chances. Eh ben voilà, les chances en quelque sorte. Elles sont importantes au début de la procédure parce que c'est pour voir en disant ça sert à rien de s'inquiéter trop Ouais. si je suis bien en dessous du rang du dernier admis. Et puis c'est une information qui à un moment donné éclaire aussi en disant est-ce que ça sert que vous gardiez tous vos vœux ou il y en a certains pour lesquels eh ben, en fait ils sont Justement, il y a quand même, chaque année, je vois ça, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui bloquent leurs vœux une partie de l'été en espérant finalement avoir décroché une place. Et ça bloque un petit peu tout le système. Alors, bon, nous, on essaye d'apporter aussi des informations aux candidats, de manière à ce qu'ils aient un comportement solidaire et responsable pour tous, puisque les décisions des uns font les propositions des autres. Mais oui, c'est ça. C'est la mécanique. Après, vraiment, je vois, autant la première année, on avait eu ce comportement Oui. de manière en disant je garde mon vœu, mais je veux le dire à tout le monde, hein, on ne passe pas l'hiver avec ses vœux Parcoursup, ça n'a pas de sens. La rentrée, c'est en septembre, et je sais que On beaucoup peut de dire un candidats- message si un vœu ne vous intéresse pas, si Parcoursup Voilà. ne vous intéresse plus, démissionnez de vos vœux, comme ça laissera de la place pour les autres. Et ça, c'est important de le dire. Je pense. Et puis, en même temps, moi j'ai des messages aussi, parce que j'ai souvent, quand j'ai des lycéens en échange, c'est je suis intéressé par des études à l'étranger, est-ce que ça vaut le coup que je fasse des vœux sur Parcoursup? Et moi, je dis toujours, écoutez, faites des vœux parce que vous ne savez pas si dans 4 mois, vous aurez exactement encore le même projet. Ouais. Donc, faites les vœux pendant que c'est encore temps. Et puis, si vous décidez in fine de partir à l'étranger, vous démissionnez de Parcoursup. Voilà, vous y serez passé pour un temps. Et libérez votre place. Voilà, je pense que c'est ça, mais je crois que les lycéens sont de plus en plus accoutumés. Et puis, je vais donner aussi un autre élément, parce que moi, qui me paraît très important, Parcoursup, c'est une procédure familiale. Oui. Évidemment, quand on a son enfant, et depuis 2019... Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent. D'ailleurs, Exactement. je rappelle, si vous avez des questions, les parents, les enfants, à poser à Jérôme Teilhard, c'est le moment de lui poser des questions, si vous avez des interrogations. Le stress, on a vu qu'évidemment, mais c'est normal, c'est l'avenir qui se joue. Mais en tout cas, c'est le moment de poser des questions sur les réseaux sociaux, sur le site du Figaro.fr. En tout cas, pour les parents, moi je leur dis, au moment où leur enfant s'inscrit sur Parcoursup, ils ont la possibilité de communiquer leurs propres coordonnées, le mail, le téléphone portable, et à chaque fois que Parcoursup écrira à votre enfant, vous recevrez simultanément la même information. Je crois que c'est un élément qui rassure aussi, parce que tout le monde a la même information, et puis, enfin, je veux dire, c'est humain d'oublier une date, enfin, ça arrive à tout le monde, mais quand on est plusieurs à se rappeler qu'il y a une échéance, je veux dire, il y a beaucoup moins de risques. Et puis nous, on l'a perçu. Moi, je le vois avec mes collègues qui travaillent, qui sont dans la plateforme et qui répondent aux candidats, parce que c'est vraiment une activité importante sur la plateforme. Eh bien, ça a beaucoup réduit le sentiment d'insécurité, le sentiment de stress, et puis les interpellations de mon fils avait tout bien fait, et parfois c'est pas aussi vrai que ça. Mais encore une fois, tout ça est humain, et moi je le dis parce que c'est une réalité importante, et puis parce que ça me permet de les saluer en même temps. Enfin, Parcoursup, c'est pas qu'une machine informatique. Il y a des gens derrière. Il y a énormément Qui répond aux questions d'ailleurs? Qui sont ces personnes qui répondent aux questions? Les personnes dans les académies qui sont... les CIO par exemple? Alors les CIO, mais même dans le pôle du rectorat, les équipes du rectorat, moi que je réunis chaque semaine, on se fait des visios chaque semaine de pilotage de la procédure Parcoursup, et ce sont ces acteurs-là qui au quotidien répondent aux candidats, répondent à leurs questions techniques, répondent parfois à leurs questions, à leurs interrogations. On a aussi un numéro vert qui est accessible pour tout le monde et qui permet là aussi de poser des questions. Parfois, alors, on voit bien, il y a des familles angoissées qui posent des questions sur les réseaux sociaux, sur le numéro vert, sur la messagerie. Et on s'attache toujours à répondre. Ça fait vraiment partie de la mission de service public que l'on se doit de faire, c'est de répondre aux questions. On a enrichi aussi, parce que ça, c'est le fruit de l'expérience de 4 années. Il y a une liste de questions-réponses qu'on a sur Parcoursup qui est très riche. On a multiplié les petites vidéos pour expliciter, pour donner des conseils. Oui, j'ai vu que les vidéos donnaient toute satisfaction. Je vous coupe. Je vous en prie. J'ai des questions qui arrivent sur le réseau. La question de la réorientation. Il y a pas mal d'élèves qui demandent si on peut se réinscrire sur Parcoursup cette année, lorsqu'on a déjà fait une année. Donc voilà, la réponse est oui. Et la deuxième question, il y a quelqu'un qui demande des explications sur les sous-vœux. Alors, les sous-vœux, en fait, sur Parcoursup, quand vous serez inscrit à partir du 20 janvier 2022, vous pouvez formuler des vœux, vous avez jusqu'à 10 vœux. Qu'est-ce que c'est les sous-vœux? Ça permet de démultiplier ses choix, en quelque sorte. Je vais essayer de donner 2 exemples très concrets.
vous êtes intéressé par un BTS spécialité commerce international. Dans la spécialité commerce international, vous faites un vœu et ensuite, vous pouvez choisir votre lycée qui propose ce BTS. Et vous pouvez en choisir jusqu'à 10 dans cette spécialité. Finalement, vous avez fait 10 choix géographiques de lycée, mais ça ne vous a coûté qu'un seul vœu. C'est ça les sous-vœux. Je donne un autre exemple très connu, concours d'école de commerce, le concours Sésame, il y a beaucoup d'écoles. Vous faites un vœu sur le concours Sésame, vous n'aurez qu'un dossier Sésame, et puis ensuite vous pouvez choisir plusieurs écoles qui correspondent à ce concours. Même chose, vous avez cité... Les écoles d'ingénieurs. Voilà, les écoles d'ingénieurs, l'INSA. L'INSA, il y en a 8, si je ne me trompe pas, sur l'ensemble du territoire. Il y a un vœu concours INSA, et ensuite vous pouvez choisir chacun des 8 si ça vous intéresse, ou une partie seulement d'entre eux, en fonction de vos affinités, de choix géographiques, évidemment, de vos possibilités, puis de ce qui vous intéresse. Merci. Il y a aussi une question sur les critères de sélection. On a beaucoup parlé d'algorithmes. Et moi, j'ai une question précise sur ça. Est-ce que, par exemple, les élèves qui sont boursiers sont prioritaires dans certaines formations ? Oui, alors peut-être deux choses. Un, sur la question des critères, c'est une demande légitime parce que connaître les critères, c'est aussi aider à s'orienter. Sur Parcoursup, et donc à partir de mardi, vous pourrez voir l'offre renouvelée de formation pour la rentrée 2022 et pour chaque fiche de formation, de manière homogène, construite de la même manière, vous avez pour chaque formation quels sont les critères qu'elle va utiliser. Et nous avons demandé cette année à chacune des formations de qualifier ces critères. Est-ce que c'est un critère qui est essentiel? Est-ce qu'il est très important? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est simplement complémentaire? Voilà, parce que ce sont des éléments qui font réfléchir, qui te font plus de transparence, et on le doit aux candidats, et puis qui aident à la réflexion sur l'orientation. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. Deuxième élément, vous avez parlé des boursiers. Alors, sur les lycéens boursiers, ça représente aujourd'hui à peu près un peu plus d'un lycéen sur 5 qui bénéficient des bourses nationales du lycée. Et la loi de 2018 a fixé un objectif clair qui est de dire il y a une priorisation des élèves boursiers pour leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur dans des conditions plus justes par rapport aux autres catégories de la population. On a dans la catégorie de population, et de manière à peu près constante depuis plusieurs années, évidemment beaucoup plus de cadres que d'enfants, d'ouvriers ou d'employés. Et à travers la mécanique des boursiers, que nous faisons remonter dans les classements selon des principes qui sont publics. C'est-à-dire que vous avez les critères de priorisation, ils sont affichés sur Parcoursup. L'algorithme qui sert à ce dispositif, il est public. Chacun peut aller le voir et le consulter. Et globalement, si je prends entre 2018 et 2020, nous avons fait passer la proportion de lycéens boursiers accédant à l'enseignement supérieur de 20% à 25%. Donc plus 5 points entre 2018 et 2020. Nous avons aussi accéléré la mobilité. Je pense que, parce que parfois, ces deux enjeux se rejoignent. Je pense notamment, l'an dernier, plus 5% dans les lycéens boursiers de l'Académie de Créteil venant dans des formations de Paris Intramuros. C'est un enjeu important. Rappelons juste que la sectorisation, c'est-à-dire finalement l'affectation dans une formation de son académie, elle existe pour les universités, exactement, mais pas pour les autres formations. Pas pour les formations sélectives, voilà. Où là, elles ont un périmètre national, on va dire, voilà. Global. Mais pour les universités, il y a des priorités. Et pour la région Île-de-France, parce que c'est un ensemble singulier, eh bien, les 3 académies de l'agglomération d'Île-de-France font partie d'un seul et même secteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, que vous soyez de Versailles, de Créteil ou de Paris pour l'accès aux universités de tout ce périmètre. C'est-à-dire concrètement, si on habite Boulogne ou Montreuil, on peut aller étudier à la Sorbonne. Exactement, et il n'y a pas de différence de traitement entre un lycéen qui habiterait Paris. Paris voilà. Et qui habiterait ça, c'était une vraie demande. Moi, je me rappelle vraiment. Je me souviens très bien. C'était le maire de Vincennes qui avait demandé. J'avais une vraie angoisse des parents sur le secteur. Voilà. Est-ce que je suis prioritaire, pas prioritaire. Depuis que nous avons fait cette évolution et que la ministre avait vraiment souhaité, ce sujet a disparu. Ouais. Et il est vraiment pris en compte par l'ensemble de la population. C'est vrai que parce que dès qu'on habitait de l'autre côté du périphérique, on avait, alors qu'on était pas loin. Il n'y a pas de raison que le périphérique soit une frontière pour l'accès à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas la même finalité. Oui, et on peut prendre le métro. Alors, il y a d'autres questions, donc justement sur l'algorithme. Est-ce qu'il est public, cet algorithme? L'algorithme de Parcoursup est public. Il est publié depuis 2018 et à chaque fois qu'on met une mise à jour, cette mise à jour est également publique. On peut le trouver où, en fait? Alors, il y a un site qui s'appelle Framagit. Enfin, vous allez voir, si vous faites code algorithme Parcoursup sur Google, par exemple, ou un autre moteur de recherche, vous n'aurez pas de peine à le retrouver. D'accord. Alors, sur les 10 vœux,
les 10 vœux sont plus pris en compte que les sous-vœux? Non, je pense qu'il y a une petite... Non. Pareil, ça me permet de répondre à une petite question qui viendrait peut-être, mais je le dis parce que il n'y a aucune importance. Enfin, moi, j'ai des fois des questions en disant « Et si je fais mes vœux dès le premier jour, est-ce que j'ai plus de chances d'être pris ?» Ça n'a aucun rapport. Vous pouvez faire des vœux à partir du 20 janvier. Vous avez jusqu'au 29 mars, date limite pour formuler des vœux. De la même manière, une question importante qui revient souvent chez les lycéens, c'est « Est-ce que les formations ont connaissance des vœux que je fais ?» Non. Ah oui, ça c'est une question. Chaque formation ne connaît que les vœux que vous avez faits pour elle. Il n'y a que moi qui connais les autres vœux et je n'ai pas vocation à le communiquer. C'est votre donnée personnelle et nous respectons le fait que ça soit votre donnée personnelle. Et c'est toujours le candidat qui a le dernier mot. Je crois que c'est aussi, et dans le sondage... Il n'y a plus de hiérarchisation des vœux. Voilà, ça, il n'y a pas de hiérarchisation au départ et vous faites des vœux librement, vous faites des vœux qu'on demande motivés en quelque sorte. C'est ça le sens de la lettre de motivation. Elle n'est pas un produit, elle est à la fois un élément qui sert les formations qui ont besoin de savoir. Moi, par exemple, je dialogue régulièrement avec des directeurs ou directrices d'instituts de formation, soins infirmiers. Cette motivation, elle est très importante parce qu'évidemment, au-delà de vos notes, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'accompagnement de publics qui vont être en difficulté, puisque vous prodiguez un soin, ce n'est pas un bon signe. Donc voilà, c'est important, mais je pense que c'est important aussi pour l'élève pour que ça soit un moment de travail sur sa propre motivation. Parce qu'on a trop souvent vu, je comprends ce qu'est vraiment la formation le jour où j'y arrive. Oui. C'est pas ça l'objectif. C'est éviter les abandons aussi. Oui, éviter les abandons et puis éviter un propre échec personnel qui n'est jamais facile et puis qui est douloureux pour tout le monde. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien qu'à travers les journées portes ouvertes et à partir du 21 décembre, vous verrez sur chaque fiche de formation, vous pouvez contacter un responsable de formation, vous pouvez voir les dates des journées portes ouvertes, vous pouvez même avoir ce qu'on a essayé de développer, des ambassadeurs étudiants, parce qu'on sait que les lycéens sont très intéressés par avoir un dialogue avec un étudiant qui est en première ou en deuxième année, qui a fait le même parcours et qui peut le rassurer, qui peut l'informer, qui peut lui dire voilà comment ça se passe en vrai dans cette formation. Et ce dialogue vrai, juste, réel, il a énormément de sens et il peut enrichir. Voilà, maintenant je suis vraiment motivé parce que j'ai pris tous les renseignements. Je sais que c'est exactement ça que je veux faire. Je vous coupe, il y a d'autres questions. Si vous avez des questions à poser à Jérôme Teilhard, qui est responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, n'hésitez pas à poser des questions sur figaro.fr. Je lui poserai, il est en face de moi, je le tiens, il ne bouge plus. Donc là, j'ai des questions qui viennent sur toutes les sections internationales, le Bachibac, la Bibac, etc. C'est vrai que l'an dernier, il y avait eu beaucoup de parents des lycées, même français de l'étranger, qui n'étaient pas très contents. Ils avaient l'impression d'avoir été finalement mis de côté par la plateforme ou peut-être par... alors, ils s'étaient plaints notamment pour Sciences Po. Je corrige juste, il y a 2 ans. Oui. Parce que l'an dernier, nous avons pris des mesures et je n'ai pas du tout eu. Pour dire, par exemple, parce que c'est des chiffres que je travaille, dans les lycées français de l'étranger, la différence de taux d'admission avec les lycéens qui sont en France, elle est de 1 point. D'accord. C'est 97% quand on est en métropole ou outre-mer, c'est 96% lorsqu'on vient des lycées français à l'étranger. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi établir. D'accord. Deuxième chose qui est importante, les sections européennes, sections internationales. Cet élément-là... Comment elles sont valorisées, doublement. Elles sont valorisées dès le lycée, qui, dans les notations et dans les bulletins qui remontent vers Parcoursup, reçoivent des consignes pour précisément valoriser. La deuxième chose, c'est que le lycéen pourra voir dans son dossier Parcoursup que nous avons tenu compte de cette spécificité. Parce qu'elle lui sera signalée, il le verra, il pourra le vérifier. Troisième élément, nous signalons aux formations de l'enseignement supérieur que c'est précisément le cas des lycéens qui sont Bachibac, Bibac, ces sections internationales. Et puis le dernier élément, et qui pour moi est presque le plus important, c'est que nous avons, vis-à-vis des formations d'enseignement supérieur, communiqué sur la réalité de ces formations, sur les compétences qu'on y acquiert, sur les exigences sans doute pour ces élèves supplémentaires par rapport à d'autres lycéens. Et je crois que parfois, c'est sans doute aussi de la méconnaissance par les formations supérieures de la spécificité de ces parcours. C'est ce que nous avons résolu. Et moi, j'ai fait, pour vous dire, vendredi dernier, une session avec les jeunes bacheliers de bac franco-allemand. On l'a fait en direct, précisément, pour porter ces informations et pour répondre à leurs questions. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que il y a beaucoup de questions sur les réorientations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui finalement
profitent de la plateforme pour reprendre leurs études. Le fait d'avoir abandonné pendant 2 ans et de s'inscrire, il y a une limite, on peut... Alors, on peut, il n'y a pas de limite. Après, il y a ses propres limites qu'on fixe soi-même. Je peux m'inscrire sur Parcoursup, moi, par je ne exemple. pas 10 fois, par exemple. mais je crois que c'est important parce que l'an dernier, là, pour dire, c'est 182 000 étudiants en réorientation à comparer avec 635 000 lycéens. Vous voyez l'ordre de grandeur. Ce qui est important, c'est que depuis plusieurs années, on voit que le sujet de la réorientation évolue beaucoup. Il est plus nécessairement synonyme d'un échec, qui peut être aussi parce que j'ai mieux trouvé ma voie, j'ai mieux identifié mon parcours, et puis j'ai découvert d'autres choses à l'occasion de mes études. Donc on voit qu'il y a une appétence. Et sans doute que la plateforme, parce qu'elle donne une visibilité très forte, suscite aussi des vocations. Moi, j'avais été frappé, par exemple, pour donner un petit exemple, frappé à quel point, parce que on sait qu'au mois de juillet, les étudiants ont leurs résultats, et on avait été amené à interroger des candidats qui avaient à la fois eu leurs résultats favorables de réussite en licence, et puis en même temps avaient des vœux sur Parcoursup. Et à une proportion importante, nous disait, malgré la réussite, je souhaite me réorienter. Donc, il y a des comportements qui évoluent. Oui. La plateforme, parce qu'elle donne une visibilité très forte sur l'ensemble de l'appareil de formation, permet finalement à des vocations de mieux s'exprimer. Puis, je le dis pour les étudiants en réorientation, nous avons dans Parcoursup, dans le dossier Parcoursup, une fiche qui s'appelle la fiche de suivi, qui permet précisément de décrire son projet de réorientation et de l'expliciter, d'être accompagné par les CIO, les services universitaires d'orientation. Comment on prépare sa réorientation, comment on l'explicite. Je crois que c'est aussi un élément... Clairement, quelqu'un, par exemple, qui a une trentaine d'années, voire plus, et qui veut, par exemple, s'inscrire en école pour devenir orthophoniste, par exemple, peut s'inscrire sur Parcoursup. Oui. Alors, il y a les étudiants en réorientation, ceux qui sont immédiatement post-bac, et puis c'est vrai que les reprises d'études, c'est à peu près 90 000 candidats sur Parcoursup, donc ce n'est pas une donnée marginale. Et nous avons mis en place depuis 2019, parce que cette dimension prenait de l'importance, nous avons mis en place un module qui s'appelle Parcours Plus, que nous travaillons avec les régions, avec le ministère du Travail, avec d'autres acteurs, qui permet aussi de donner à voir à ces candidats-là d'autres types de formations qui ne sont pas sur la plateforme, mais dont ils n'ont peut-être pas connaissance. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, y compris dans le dialogue, des personnes sont rentrées dans la formation via Parcoursup parce que la plateforme est connue, parce qu'on peut avoir son enfant soi-même qui est sur ça donne envie de reprendre des études, peut-être. Voilà, et il est important à la fois de leur permettre d'aller sur Parcoursup s'ils le souhaitent, si c'est leur projet, de retourner en formation initiale, mais pour d'autres, c'est parfois la méconnaissance de la formation continue. Et donc, ce qu'on a travaillé avec les acteurs de la formation continue, c'est d'avoir un module qui permet de les réorienter finalement, en leur disant, eh bien, pour votre besoin, voilà quel type de formation existe. Et quand je compare, moi, parce qu'on suit ces données-là, eh bien, on avait à peu près 70 000 candidats qui étaient intéressés par ce parcours et qui ont répondu à nos questions pour essayer de mieux identifier leurs besoins. Eh bien, la moitié ne revenait plus sur Parcoursup parce qu'ils trouvaient finalement une voie de formation à l'extérieur, comme on les avait conduits en partenariat avec des acteurs. Et je crois que c'est important, c'est que cette appétence à la reprise d'études, elle est positive parce que c'est des gens qui sont en recherche sans doute derrière d'un emploi, d'une vocation. Et donc, si nous leur permettons, par le travail en réseau que nous construisons avec d'autres acteurs publics, de permettre à quelqu'un de retrouver le chemin de la formation et donc d'un projet d'insertion, je pense que c'est positif. Alors, il y a d'autres questions. Je le rappelle, si vous avez des questions à poser à Jérôme Teilhard sur Parcoursup et les admissions, je rappelle que le site ouvre le 21 décembre et que les candidats, les élèves de terminale pour la plupart, pourront faire leurs vœux à partir du 20 janvier. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'internat compte comme un vœu supplémentaire ? Oui, il est distinct. Quand on fait en classe préparatoire, on peut faire un vœu pour la formation sans internat et un vœu pour la formation avec internat. Et à ce moment-là, on ne cumule pas. C'est-à-dire que chaque vœu est indépendant et je ne décompte pas le vœu en internat de votre comptabilité. D'accord, ça compte pour un seul vœu, finalement. Exactement. Donc, on n'a pas cette difficulté. Vous pouvez à la fois faire sans internat et avec internat. Oui, parce qu'il faut rappeler que sur Parcoursup, c'est aussi la plateforme pour demander un logement aussi. Hein. En tout cas, on est en son dossier social et étudiant. C'est pour les internats des classes préparatoires, mais on permet aussi sur Parcoursup
d'inciter les jeunes à se préoccuper de leurs questions de logement, le cas échéant même de bourse, Oui. de l'accès à l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est important. Et nous travaillons parfaitement avec le CNUS, qui est l'opérateur de ces bourses et des logements étudiants, de manière à faciliter ce parcours. Alors, il y a une question sans doute d'un parent. Peut-on rentrer les coordonnées des 2 parents en plus de celles de l'élève ou un seul parent? Oui, les 2. Ah, les 2, donc voilà. Tout le monde, ça intéresse beaucoup les familles. Pas mal de questions aussi sur la réorientation, on l'a dit. Est-ce qu'il y a finalement des questions qui se sont posées cette année, l'année dernière par exemple, et qui n'avaient pas été posées les autres années? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées cette année? Est-ce qu'on peut revenir sur les nouveautés? Je sais qu'on en a parlé un peu au début de l'émission, mais est-ce qu'on peut revenir sur les nouveautés de 2022? D'accord. Les nouveautés, elles sont toujours essayer d'améliorer la fiche de formation qui est proposée, qui propose de manière homogène toutes les informations que vous devez avoir sur la formation qui vous intéresse. À la fois plus de données, je pense à des données sur les BTS, on améliore les données en termes de poursuite d'études, donc qui sont des données importantes parce que ça permet de préjuger. Sans doute, nous allons aussi, pour le 20 janvier, sans doute, améliorer le moteur de recherche de Parcoursup, permettre d'ouvrir plus les perspectives encore, permettre à un élève qui est intéressé par une formation de regarder est-ce qu'il y a des formations similaires qui m'intéressent et qui permettent d'aller dans la même perspective de métier, mais aussi est-ce que dans mon territoire, j'ai d'autres formations proches qui sont susceptibles de m'intéresser. Et ce que l'on constate, parce qu'on travaille chaque année sur comment les jeunes utilisent le moteur de recherche, quel type de navigation ils font, et les statistiques que nous produisons elles nous permettent progressivement d'améliorer, d'enrichir. Sans doute, nous aurons aussi un travail, parce que ça fait partie, travailler avec les professeurs principaux pour améliorer les données que l'on communique vers eux, de manière à ce qu'ils puissent mieux accompagner. Je crois qu'on l'a vu l'an dernier, on a souffert de cette période dans laquelle il n'y avait plus de présentiel. Oui. Et je crois que cette année, vraiment, tout le monde est ravi et espérons que ça dure. Ravi des salons, des journées portes ouvertes. Voilà, profiter des salons, profiter des journées portes ouvertes. Ces informations, elles figurent. Je rappelle qu'il y a un salon du Figaro étudiant qui est prévu le 15 janvier, donc au carreau du Temple à Républicain. Et puis, comme nouveauté, vous l'aviez dit au début, c'est les notes des spécialités qu'on aura au mois de mars et qui seront dans le dossier pour postuler sur Parcoursup. Exactement, je crois que c'est la première fois que c'est vraiment très important. Voilà, les épreuves terminales qui se déroulaient auparavant en juin vont se dérouler du 14 au 16 mars pour les lycéens généraux et technologiques. Ces notes-là seront corrigées, elles sont corrigées de manière anonyme avec des principes de barème, c'est un sujet unique, une harmonisation, et ces notes-là, elles seront intégrées dans le dossier Parcoursup. Je pense que pour les élèves, c'est un plus parce que c'est le travail qu'ils ont fourni qui se trouve pris en compte. Pour les formations du supérieur, c'est un plus aussi parce que c'est une donnée objective. Objective, ce n'est pas la note donnée par le professeur qui est plus ou moins sévère. Là, c'est vraiment ça dit la note du bac, un peu comme le bac. Exactement. Et je crois que vraiment, il y a ce souci que nous avions d'articuler le baccalauréat, d'en faire le tremplin pour l'accès à l'enseignement supérieur, qui était sa vocation, et donc qui doit parfaitement s'inscrire avec cette logique de calendrier mieux articulée. Et puis, dernière nouveauté, plus d'écoles d'art qui seront sur le Parcoursup. Des écoles d'art, l'Institut français de la mode qui nous rejoindra cette année. Voilà, on essaye de diversifier, des préparateurs en pharmacie qui seront là aussi à travers l'apprentissage. Je crois que il y a beaucoup d'intérêt. Ça fera sans doute entre 19 000 et 20 000 formations qui seront présentes sur Parcoursup. Puis peut-être, je le dis pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, on peut faire des vœux tout au long de la procédure sur l'apprentissage. On n'est pas tenu au même calendrier. L'objectif, c'est toujours travailler avec les professionnels pour s'adapter au rythme de l'apprentissage qui n'est pas le même que les formations sous statut étudiant. Pour l'apprentissage, il faut trouver non seulement une école, mais aussi un employeur. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions des lecteurs du Figaro et des autres, en France et aussi à l'étranger. Merci. Et puis, on donne rendez-vous donc, le 21 décembre pour l'ouverture de la plateforme Parcoursup et le 20 janvier pour faire ses vœux dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir.